Salut Bruno, je suis trop content de faire cet épisode avec toi. Bah déjà parce que ça fait un moment qu'on se connaît et Ouais, puis bah, ça fait longtemps que je réfléchis à faire un épisode sur travailler et voyager en même temps parce que c'est un sujet qui revient souvent quand on rentre de son premier voyage solo. On a envie de garder cette liberté et trouver un moyen de la faire perdurer et je pouvais pas rêver meilleur invité pour en parler parce que toi tu fais ça depuis plus de 10 ans. ouais, Peut-être que tu faisais ça, le mot digital nomade n'existait même pas. exactement. Pour l'anecdote, je faisais ça avant même que ce mot existe, ouais. En tout cas, qu'il soit popularisé. Trop cool. Bah comment tu vas déjà? Ça va bien et toi? Très très bien. Là j'allais te dire bienvenue mais c'est un peu toi qui m'accueille. Ouais, on est chez moi actuellement. Bon il y a quand même pas mal de gens qui te connaissent dans le voyage. Mais pour les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu Ouais. pourrais te présenter et parler un petit peu de ton parcours? Ouais, en vrai, je suis pas Squeezie non plus. Il y a pas tout le monde qui me connaît loin de là. Mais en gros, je m'appelle vraiment Bruno. J'ai vraiment un prénom de tonton. Et je suis blogueur voyage depuis 2012. Donc j'ai créé un blog voyage à une époque où c'était pas du tout un métier. Ce blog, il existe toujours, il s'appelle Votre Tour du Monde. Et l'idée, c'était de partager mes bons plans, mes coups de cœur. À l'époque, j'habitais par exemple à Montréal, donc quels sont les quartiers sympas où habiter à Montréal, etc., etc. Et cetera. Et en fait, c'est devenu mon métier au fil du temps. Mais en fait, je voulais pas forcément faire de ce blog voyage mon métier. Moi, par contre, je voulais vivre à l'étranger, je voulais vivre des expériences et je voulais avoir le temps de pouvoir prendre le temps de m'installer ailleurs si je le souhaitais. Par exemple, j'ai fait un stage à Montréal, pas lié à mon blog, mais ça vous donne une idée du fait que je voulais m'installer ailleurs. J'ai fait un stage à Shanghai, j'ai fait mon échange universitaire à Lima. Et en fait, à chaque fois, j'ai essayé du coup d'allier l'utile à l'agréable et de pouvoir me dire, j'ai envie de vivre ici, c'est possible. Et grâce à mon blog voyage, pour le coup, ben, j'ai trouvé la solution parfaite. Mais ouais, c'est vrai que de cette passion du blog voyage est né un métier. Et de ce métier est née la possibilité de vivre, pas partout, mais en tout cas dans beaucoup d'endroits dans le monde. Et j'en ai pas mal profité parce que j'ai vécu à New York quelques mois, j'ai vécu à Prague une petite année, j'ai vécu à Budapest une petite année, j'ai vécu à Lisbonne une petite année. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le digital nomadisme. Juste avant que tu commences, il me semble que tu as refusé un poste chez TF1 pour te lancer un peu dans l'inconnu, dans un milieu qui existait vraiment pas. C'était quoi les motivations qu'il y avait derrière? Et ouais, en fait, exactement. Donc, j'ai lancé mon blog voyage en 2012 et en 2014, j'étais en alternance de Master 2 à la fin de mes études chez TF1, une petite start-up dans les médias. Et en gros, ils m'ont proposé un CDI. Et là, j'avais deux options. Soit je prenais le CDI, qui était un peu l'option qui allait rassurer mon entourage, qui allait faire en sorte que mes grands-parents allaient être contents, mes parents aussi, enfin tu vois l'idée. Soit je sautais dans l'inconnu en me disant quand même mon blog voyage, c'est ce qui me passionne au quotidien, c'est ce qui me donne le sourire quand je me réveille le matin. Au pire, j'essaye une année de me mettre à 100% sur ce blog et on verra si ça marche ou pas. Honnêtement, tous mes potes m'avaient dit que j'étais taré à l'époque, franchement. Et je me suis dit, bah, si on me dit que je suis taré, c'est que c'est peut-être une bonne idée. Et en fait, j'ai tenté et bah, ça a été visiblement une plutôt bonne décision parce qu'aujourd'hui, je vis de ma passion. Je peux rémunérer des gens avec qui je bosse. Je peux, je sais pas, me lever avec le sourire en tout cas et c'est le plus important à mes yeux. Magnifique. Et à ce moment-là, c'est vraiment quelque chose qui se faisait pas du tout. Est-ce qu'il y avait quand même des modèles, des gens qui t'inspiraient à cette époque? En fait, il n'y avait pas encore beaucoup de monde qui créait du contenu à cette époque-là. T'as des gens qui commençaient tout doucement à grimper, mais tu vois, c'était très très marginal, on va dire. Côté anglophone, t'avais un mec qui s'appelait Fun for Louis sur YouTube que j'aimais bien. Il avait un style un peu baba cool, marrant et tout. Et il fait encore quelques vidéos aujourd'hui, mais il a disparu pendant assez longtemps. Je crois qu'il a typiquement fait une sorte de burn-out un peu du voyage. Ça va être intéressant de pouvoir en parler. En France, tu avais pas mal de blogueurs, des gens qui écrivaient, mais tu n'avais pas encore beaucoup de gens qui s'assumaient, qui se montraient en vidéo. Tu avais un mec qui s'appelle Alex Viseo, par exemple, quand même, qui avait fait une vidéo un an autour du monde. Il avait fait un tour du monde d'un an, il avait fait une vidéo là-dessus, qui avait pas mal buzzé, je crois, sur YouTube, etc. Mais il n'y en avait pas 10 000, donc c'était encore assez rare. Donc finalement, moi, mes inspirations, c'était plus des mecs de la vieille école. T'avais par exemple du Antoine de Maximi avec J'irai dormir chez vous. T'avais du Yann Arthus Bertrand avec ses reportages qui s'appellent Vue du ciel. Il a même un bouquin qui s'appelle comme ça.
Et c'est un peu ce monde-là, limite, qui m'inspirait plus dans ma jeunesse. Il y avait moins d'exemples de gens qui faisaient des vidéos, il y avait moins de gens sur Instagram, tu vois, c'était vraiment un autre univers. C'était en 2012 que j'ai créé mon blog voyage. Vraiment, c'était un autre monde. Et quand tu as créé ton blog voyage, t'en vivais pas tout de suite. Est-ce que tu as dû faire un petit peu être digital nomade et apporter tes compétences pour des gens? Ouais, en fait, c'est marrant parce que j'ai fait un stage de BTS en Allemagne, à Mayence. Donc, c'est à côté de Francfort. Mais ça, j'avais 19 ans, hein. Donc, on était en... Ah, j'ai même pas envie de dire. On était limite en 2010. Et à l'époque, j'avais fait un stage pour les aider sur la communication. Et en fait, il m'avait dit à la fin du stage de 2 mois, hein, putain, mais c'est trop cool ce que tu fais. On aime bien la direction qu'on prend avec toi. Viens, on continue à bosser ensemble. Et moi, j'étais en mode, bah ouais, mais moi, en fait, je retourne en France là, donc je comprends pas trop. Et il disait, bah en vrai, avec Internet, on s'en fout un peu. Tu peux très bien bosser depuis la France. On t'envoie nos requêtes de posters à faire, affiches ou que sais-je. Et tu les fais depuis la France et tu nous les envoies. On les imprime ici, il n'y a pas de problème. Et c'est là que je me suis rendu compte que, en fait, ouais, je pouvais bosser de où je voulais. Donc, tu sais, c'était vraiment un peu en freelance que je faisais cette mission-là. Et après, j'ai commencé à arrêter parce que j'avais plus le temps. Mais mine de rien, dès 2010, je bossais pour un institut français situé en Allemagne, alors que j'étais pas du tout dans ce coin-là du monde. Et je trouvais ça assez ouf. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre qu'on pouvait bosser d'où on voulait, à partir du moment où on avait des compétences, évidemment, par exemple de graphisme, de rédaction web, de création d'applications, etc., etc. Et surtout, et qu'on avait juste une connexion Internet, ce qui se développait vraiment à vitesse grand V un peu partout dans le monde à cette époque-là. Et là, tu parles de graphisme, de rédaction web. Comment tu t'es formé? Comment tu as appris toutes ces compétences? Surtout qu'il y avait moins de formations, d'endroits pour... Ouais, bah ça, franchement, c'est la magie d'Internet. Moi, je pense que Internet, dans un sens, on va dire, m'a un peu sauvé. Parce que moi, je viens d'un lieu-dit de 200 habitants en Haute-Loire, au fin fond de l'Auvergne, et je suis trop fier de venir de là-bas. Et j'aime trop mon Auvergne natale, j'y retourne souvent, je la mets souvent en avant sur mes réseaux. Mais c'est vrai que je pourrais jamais faire ça sans Internet aujourd'hui, quoi, ce que je fais aujourd'hui. Je ferais pas du tout la même chose. Je serais probablement aussi très heureux, mais ce serait différent. Et donc, Internet m'a permis de pouvoir apprendre plein de choses. Internet m'a permis de pouvoir m'ouvrir l'esprit sur plein de choses, de découvrir des cultures, d'échanger avec des gens de partout dans le monde, etc., etc. Et en ce sens, moi, j'ai tout appris sur YouTube, sur les forums, sur des tutos. J'ai jamais, pour le coup, payé de formation, pour être honnête sur ça. Je sais qu'il y a des formations qui existent et elles peuvent être top parce qu'elles vont regrouper tout au même endroit, avec la même qualité, les informations que tu vas chercher, etc. Mais moi, j'ai tout appris sur YouTube et je trouve que on peut tout apprendre sur YouTube aujourd'hui. Tu vas apprendre à faire du graphisme, tu vas apprendre à comment savoir bien rédiger. Enfin, je trouve qu'il y a tellement de ressources aujourd'hui sur Internet, même en français, que il suffit de se lancer. Après, le problème, c'est que souvent, on va avoir tendance à être un peu feignant en fait avec Internet. On va aller scroller sur TikTok, scroller sur Instagram et perdre 1 heure de notre journée. Donc c'est aussi ça, malheureusement, dans un sens, Internet, c'est un peu pour juste chill. Mais en réalité, tu peux apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur Internet. Ouais, il y a à la fois les effets positifs et négatifs d'Internet. Exact. Donc ouais, là, tu disais que tu avais appris sur YouTube. Après ces compétences-là, comment tu as fait pour les vendre? Est-ce que tu as cherché des clients aussi à ce moment-là? Honnêtement, j'ai eu la chance comme j'ai créé mon blog voyage de façon assez sérieuse et qu'il n'y avait pas beaucoup de monde à l'époque qui faisait ça, je vais pas dire que j'ai pas beaucoup démarché, mais en réalité, j'ai pas beaucoup démarché. Donc, ouais, j'ai parfois démarché par email, sur LinkedIn, etc., etc. Mais j'ai jamais eu besoin de démarcher sur des plateformes via Malte ou Fiverr, ce genre de truc où tu peux potentiellement trouver des clients. Non, honnêtement, assez vite, j'ai eu des demandes entrantes, ce qui fait que ça m'a facilité mon travail. À quoi ça ressemblait en fait une journée type? En fait, avec mon blog voyage, en tout cas, c'était tellement différent de ce que c'est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on va me considérer comme un créateur de contenu / entre guillemets influenceur. Donc, je fais des missions qui évoluent tout le temps. Ça va dépendre de mes partenaires, mais à l'époque, en tout cas, c'était notamment l'affiliation. C'est par exemple le City Pass de New York. Le City Pass de New York, je pouvais recommander ça parce que je trouve que c'est hyper intéressant. La première fois que tu vas à New York, tu vas vouloir visiter l'Empire State Building, la Statue de la Liberté, Rockefeller Center,
tous les trucs que tu ferais honnêtement, quoi qu'il arrive, parce que c'est un peu les classiques que chaque touriste veut voir là, pour un premier séjour à New York, et bien plutôt que de prendre toutes les entrées séparément, tu peux prendre un carnet avec plein d'entrées qui te permet d'avoir des entrées beaucoup plus rapides, etc., des files d'attente réduites et tout. Et ben ce carnet s'appelle le City Pass. Et le City Pass, moi je le recommandais vraiment naturellement sur mon blog. Et en fait, avec un lien affilié, il y avait des gens qui allaient acheter le City Pass et je gagnais peut-être 1 ou 2 euros sur chaque achat de City Pass quand tu passais par mon lien. Et en fait, 1 ou 2 euros, bah mine de rien, si tu fais ça x 10, x 20 dans une journée, bah ça fait vite 10, 20 euros. Et ce qui est trop bien avec l'affiliation, c'est que c'est des revenus qui sont globalement passifs. Ça veut dire que même quand tu dors, potentiellement, il y a quelqu'un qui peut être au bout du monde et qui peut se dire, je pars à New York, je recherche un article sur New York, tu tombes sur mon article sur New York, et en fait, bah, je vais gagner quelques euros, même en dormant. Et ça, je trouvais que c'était vraiment magique. Et donc, en fait, ça me permettait de survivre, on va dire. Mais on va pas se mentir, les tout débuts, franchement, je gagnais parfois même pas un SMIC par mois. Donc, si j'habitais en France, c'était pas possible. C'est aussi à ce moment-là que moi, mon idée, elle a germé de me dire, attends, ok, je gagne 1000 balles par mois, je dis n'importe quoi, mais je gagne 1000 balles. 1000 balles par mois en France, je vais galérer. Mais 1000 balles par mois à Prague, 1000 balles par mois à Budapest, là, en vrai, je suis pas mal normalement, tu vois. Et c'est ça qui m'a fait me dire, bah pourquoi j'habiterais pas à l'étranger en fait. Je fais la même chose, mais j'habite pas à Paris, parce que Paris, c'est hors de prix, donc je pourrais pas m'en sortir. Il y avait le kiff de vivre à l'étranger, de découvrir des nouvelles cultures, etc., etc. Mais il y avait aussi le fait de me dire, ça me coûtera factuellement bien moins cher et je m'en sortirai mieux derrière. Et c'est quoi la ville que tu as préférée? Oh, c'est impossible à dire ça. Franchement, c'est très dur. C'est très dur et je pense que tu seras d'accord avec moi. Tu as aussi quand même pas mal bougé. En fait, c'est pas qu'une question de ville, c'est une question d'état d'esprit. C'est une question de où t'en es dans ta vie à ce moment-là. Par exemple, une fois, j'ai rencontré un mec qui était en stage à New York et il détestait son stage à New York. Alors qu'il y a plein de gens qui adorent New York. Et ils adorent y vivre. Mon meilleur ami habite à New York, il adore y vivre. Mais en creusant un petit peu avec ce mec-là, c'est juste qu'il devait faire 2 heures de route aller le matin, 2 heures de route retour le soir pour aller au fin fond du Bronx, là où il avait trouvé un appart pas trop cher et il n'avait pas d'amis à New York. Il n'arrivait pas à se faire des potes. Tu sais, c'est une ville où il y a beaucoup de monde, mais c'est une ville où ça peut être justement hyper solitaire. Et du coup, il n'arrivait pas à se faire des amis, il faisait 2 heures de métro le matin, le soir. C'est pas tant une question du coup de ville, le problème pour lui, c'est une question de contexte. Si je le mettais dans un appart un peu plus cool, un peu moins loin de son lieu de travail, si je lui faisais rencontrer les bonnes personnes, je suis sûr à 200% qu'il aurait adoré New York. Mais en tout cas, moi, c'est vrai que j'ai un amour pour Prague, parce que ça a un peu été ma première découverte en digital nomade. C'est une ville qui est magnifique, c'est une ville où j'avais fait des belles rencontres via des abonnés de mon blog voyage, etc., etc. Donc ouais, je trouve qu'il y a un peu la magie des débuts, il y a la magie de découvrir une magnifique ville au cœur de l'Europe qui faisait que je pouvais voyager un peu partout, il y avait eu plein de belles rencontres, et ça pour moi, Prague, elle restera dans mon cœur à jamais, par exemple. Mais tu vois, c'est un truc précis, quoi. Je pense que factuellement, j'ai vécu à Lisbonne en 2019, Lisbonne c'est peut-être un peu plus cool, parce que la météo est un peu plus clémente, parce que t'as l'océan pas loin et tout, t'as du soleil un peu plus. Mais Prague, c'est une ville qui, dans mon cœur, a une place importante, en tant que digital nomade en tout cas. Ouais, je suis assez d'accord. Au final, c'est pas forcément la ville, mais c'est plutôt le mode de vie, les rencontres. Et comment tu te sens même, tu vois, au moment où t'arrives. Il me semble que toi, enfin je sais pas si tu veux en parler, mais par exemple, tu étais à Séoul il y a 1 ou 2 ans, et peut-être que t'as pas eu un coup de cœur à ce moment-là, parce que tu te sentais un peu plus seul, etc., etc. Et peut-être qu'il y a des gens qui adorent Séoul. Et tu sais, enfin, des fois, ça se joue à rien. Enfin, je sais que Marco, toi et moi, on avait voyagé ensemble une fois pour mon travail. Je t'avais recruté en tant que vidéaste pour une mission. J'avais perdu ma mamie à ce moment-là. Enfin, tu sais, c'est horrible. Et j'ai essayé de prendre sur moi au maximum. Mais en vrai, c'était un moment dur de ma vie. Et ça, ben, t'as beau être en France ou au bout du monde, quand tu perds un être cher, ben, t'as beau être dans le meilleur endroit du monde, ben, en fait, ça va pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a plein de critères qui font que c'est pas que la ville qui fait que tu vas l'adorer. Par contre, je peux donner un conseil aux gens s'ils sont curieux, etc. Moi, je sais qu'il y a 2 sites que je trouve incroyables. Déjà, pour trouver potentiellement une ville en fonction de tes critères à toi. Parce que moi, par exemple,
Je veux pas forcément d'un endroit où il fait 30 degrés toute l'année. Il y a des gens, ils adorent ça, mais moi, la chaleur, c'est pas ce qui me fait rêver, tu vois. Et donc, il y a des gens qui veulent être en Europe, il y a des gens qui veulent être en Asie, il y a des gens qui veulent un endroit pour moins de 800 $ par mois, etc. Le premier site s'appelle Nomadlist, et en gros, ce site, il te permet de créer ton propre classement en fonction de tes critères à toi. Par exemple, moi, je veux rester en Europe, parce que j'adore l'Europe. Moi, je veux un endroit où il ne fait pas forcément 40 degrés. Moi, je veux un endroit où il ne faut pas forcément dépenser 10 000 € par mois, etc., etc. Ça va te sortir un classement en fonction de tes critères. Et typiquement, c'est comme ça que j'avais découvert Prague. C'est comme ça que j'avais découvert Saint-Pétersbourg à l'époque. Donc Saint-Pétersbourg, qui est la deuxième plus grande ville russe. C'est un peu la ville rebelle en Russie, où les gens sont un peu moins pro-gouvernement, etc., etc. J'y suis allé en 2016, pendant quelques mois, j'avais découvert Saint-Pétersbourg grâce à ça. Et c'est un classement qui est hyper pratique parce que du coup, tu vas découvrir des villes en fonction de tes critères à toi. Et le deuxième site dont je peux parler, c'est Hood Maps. H-O-O-D Maps. Je sais pas si tu connais. J'avais fait une intégration sur une vidéo de ce site. Incroyable. En gros, Hood Maps, parce que c'est pareil, quand tu arrives à Prague, tu es en mode, ok, trop cool, mais Prague, je connais pas du tout. Et je sais pas les quartiers où il faudrait que j'habite, parce que tu as la ville de Paris, typiquement la ville de Prague, tu as un truc très touristique où tu n'as pas envie d'habiter. J'ai pas envie d'habiter aux Champs-Élysées à Paris, parce que les Champs-Élysées, il y a que des touristes, il y a que des boutiques. C'est pas là où tu as envie de vivre forcément. En tout cas, moi, me concernant, c'est pas là où j'ai envie de vivre. Et il y a pareil pour Prague. Donc, ce site de Hood Maps, il va te permettre en fait de savoir quels sont les quartiers où il y a un peu des cafés, où il y a un peu des restaurants, où il y a un peu des expats, si tu cherches des expats, ou au contraire, où il y a vraiment que des locaux, etc., etc., où il y a des bars sympas. Mais en gros, ça va vraiment te dire les quartiers sympas où t'installer quand tu arrives dans une ville. Et le tout dernier site dont je vais vous parler, c'est Numbeo. Numbeo, c'est un site où il y a en fait des gens comme vous et moi, ils vont partager le coût de la vie en fait dans leur ville. Ils vont dire combien coûte une baguette de pain, combien coûte un café, combien coûte un appart en centre-ville, combien coûte une coloc, combien coûte un restaurant en moyenne gamme, etc., etc., etc. Et ça te donne un coût moyen de la vie dans toutes les villes du monde. Alors évidemment, dans les toutes petites villes, ce sera peut-être un peu moins précis parce que les locaux auront moins rempli les infos sur Tourcoing ou que sais-je. Mais dans les grandes villes comme Prague, comme New York, comme Paris, enfin tu sais, même des villes un peu de 300 000, 400 000 habitants, ça donne des chiffres vraiment factuels hyper intéressants parce que c'est les particuliers qui remplissent ces informations, quoi. Donc du coup, tout ça, ça te donne déjà un bon starter pack de où aller t'installer en fonction de ton budget, en fonction de tes envies. Et une fois que tu sais où tu veux t'installer, savoir dans quel quartier aussi poser tes valises. Voilà, c'est cadeau. C'est vraiment pépite. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes, ces 3 sites. Et là, ça permettrait de vraiment s'installer dans une ville pour voyager. Est-ce que pour toi, c'est la meilleure option plutôt que bouger toutes les 2 semaines? Est-ce que tu crois à cette manière de travailler et voyager? Ouais, c'est vrai que je pense que il y a beaucoup de gens qui vont faire cette erreur, parce que je pense que c'est une erreur quand ils vont devenir digital nomade de se dire waouh, vas-y, je vais commencer par une semaine en Thaïlande et après j'irai une semaine au Cambodge, une semaine au Vietnam. Honnêtement, selon moi, bien évidemment, ne faites pas ça. Ne faites pas ça parce que c'est le meilleur moyen de se cramer en fait. Mine de rien, on a quand même besoin d'un minimum de stabilité de quotidien pour pouvoir bien bosser. Parce que dans Digital Nomade, bien sûr, tu as le côté nomade, donc le côté voyage, mais tu as aussi le côté digital. Et digital, c'est lié au travail quand tu es digital nomade. Donc quand même, faut que tu saches où tu vas pouvoir bosser. Faut que tu saches où tu vas pouvoir poser tes valises. Est-ce qu'il y a des cafés à proximité? Est-ce qu'il y a des cowork, etc., etc. Donc rien que pour ça, je trouve que c'est une galère de bouger tout le temps quand tu es digital nomade. Et en plus de ça, moi, je trouve que tu as quand même besoin de créer des liens avec des locaux, avec des voyageurs ou que sais-je. Et en fait, quand tu voyages tout le temps, tes liens, ils sont éphémères. Et du coup, en fait, tu n'arrives pas à vraiment profiter d'une ville, tu vois. Moi, c'est pour ça que j'ai souvent fait le choix de m'installer, mais une petite année quelque part, comme je l'ai fait à Prague, à Budapest ou encore à Lisbonne, parce que ça me permettait vraiment de m'imprégner de la culture, de m'imprégner de la vie, de rencontrer des gens et de vraiment, en fait, découvrir comme il se doit la destination où je m'installais. Il y a aussi des fois, du coup, où, tu vois, j'ai passé que 1 ou 2 mois à Saint-Pétersbourg, à New York, etc. C'était très cool, mais à chaque fois, j'étais quand même un peu frustré de partir. Parce que même si c'est sympa, je me disais, putain, là, j'ai à peine rencontré des gens, j'ai à peine pris le temps de m'imprégner du quartier dans lequel j'habitais, etc.
Donc moi, dans un monde parfait, si je devais être 100% honnête, et encore une fois, c'est mes critères à moi et chacun fait ce qu'il veut, je pense qu'il faut s'installer au moins 3 mois dans une ville pour pouvoir bien s'imprégner, bien kiffer et être même aussi efficace avec son taf, bien connaître les lieux où tu as fait, les cafés, les cowork ou que sais-je. Toi, je pense que tu as plus bougé que moi, par exemple. Et je suis curieux, parce que c'est une interview, mais c'est question-réponse dans les deux sens. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que toi, tu as eu, je pense, un peu plus de mouvement. Est-ce que tu n'as pas été fatigué aussi par moment? Parce que je trouve qu'il y a une question de fatigue, qu'elle soit mentale ou même physique, que d'être toujours sur la route quand tu es digital nomade. Ouais, bah déjà l'année dernière, j'étais quand même plus proche de ce que tu dis, donc 3 mois. J'avais fait 2 mois à Séoul, j'avais fait 2 mois au Vietnam, Ouais, et je sentais déjà que c'était rapide parce que tu commences à avoir ta routine, tes lieux pour travailler, tu connais des gens, et tu changes directement. de Et ouf. là, cette année, je changeais toutes les semaines pour faire des interviews, et c'était vraiment, vraiment rush. Ouais, Ouais, là, pour le coup, je pense que sur la durée, c'est impossible de tenir. c'est impossible. Et là, ça fait du bien justement au bout de 6 mois de se reposer, de revoir une routine, pouvoir travailler, penser à d'autres choses. Ouais. Et la routine, en plus, tu sais, les gens, ils le voient souvent comme le truc un peu chiant, etc., etc. Au contraire, la routine, quand tu habites à l'étranger, ça reste quelque chose de très cool, hein. Ça veut pas dire ne pas aller explorer les villes aux alentours, faire des randonnées, etc. Mais c'est juste avoir un cadre un peu précis, un peu de qualité qui te fait te dire, ok, je dors là, j'ai une bonne connexion Wi-Fi, parce que dans Digital Nomad, il y a quand même encore une fois un côté travail, t'es pas en vacances. Et vraiment, voilà, c'est pour moi, il faut un cadre précis. Et ce cadre précis, bah, ça nécessite de s'installer quelque part au moins quelques mois. En dessous, ça me paraît compliqué. Et j'ai rencontré, mine de rien, pas mal de voyageurs qui s'étaient vraiment fait des burn-out, tu vois, du digital nomade, parce que ça enchaînait trop, parce que tu veux à tout prix aller à Bangkok, à Chiang Mai, que sais-je, etc., etc., tout ça en 2 semaines. Et à la fin, t'es cramé, quoi. T'es juste fatigué. Parce que bouger tout le temps, ça fatigue. Vraiment, hein, faut se rendre compte de ça. Et souvent, le but aussi, quand on a envie de bouger toutes les 2 semaines, d'aller à Bangkok, puis au Vietnam, c'est de visiter le pays. Et ça te crame encore plus parce que tu n'arrives pas forcément à trouver le temps de travailler derrière et de pérenniser ton activité. Exactement. En fait, il y a aussi ce truc-là. Tu sais, en fait, quand tu es en mode digital nomade, t'es en mode putain, faut à tout prix que j'explore à fond, etc. Mais en fait, tu te mélanges un peu entre bah, j'ai un taf, mais putain, je suis à Bangkok, c'est peut-être qu'une fois dans ma vie. Alors, perso, je suis jamais allé à Bangkok, hein, mais tu vois l'idée, c'est juste pour l'idée. Mais genre, ouais, faut que je profite à fond, etc., etc. Ouais, mais n'oublie pas, t'es quand même là pour taffer aussi. C'est là la frontière fine et peut-être un problème pour beaucoup de digital nomades, c'est qu'ils oublient ou ils se rendent pas compte que ils sont là pour le taf. Et il faut faire attention à ça. C'est pour ça que je trouve que le cadre, il est quand même important. Faites attention à ça encore une fois. Pour toi, c'est important d'avoir une routine pour travailler. Je pense qu'elle est nécessaire dans le sens que sans ça, tu seras moins efficace en fait, tout simplement. Et encore une fois, la routine, faut pas le voir comme quelque chose de négatif. Ça peut être positif aussi. Et ça veut pas dire ne pas bouger, ne rien faire, ne pas explorer. Ça veut juste dire au moins tu as un quotidien, tu as un cadre et tu es plus à l'aise. Tu parlais beaucoup de café, de coworking. Est-ce que pour toi, c'est important de dissocier l'endroit où tu vis, tu dors, tu manges, de l'endroit où tu travailles? Ouais. En fait, c'est juste que tu peux vite être solitaire aussi. Enfin, moi, je sais que j'ai pas eu trop de mal par rapport à ça, mais j'ai vécu à Prague en solitaire. Au tout début de mon blog, j'avais personne qui bossait avec moi. Je suis vraiment parti, mon petit sac à dos, moi-même, etc. Et je bossais parce qu'on était en 2016 et tout. T'avais pas trop de coworking. Bosser dans des cafés, les cafés avaient pas forcément internet. Tu vois, c'était vraiment encore une fois 2016. Ça date un peu, hein. Aujourd'hui, il y a du Wi-Fi de partout et tout, mais c'était pas forcément le cas à l'époque. Et moi, ça me dérangeait pas de bosser de chez moi, mais quand même, t'es seul. Potentiellement, si tu fais pas de rencontres, bah t'es seul chez toi, devant ton ordi. Tu vas manger seul le midi, tu vas manger seul le soir. Et moi, je sais que j'avais rencontré des gens grâce à mon blog voyage, mes réseaux sociaux, etc., etc. Donc, je voyais quand même des gens le soir. Mais du coup, bosser dans des cafés ou dans des cowork, ça peut être quand même une petite solution pour un peu rencontrer les gens. Alors, je vais pas mentir aussi, hein. Si tu te forces pas à aller rencontrer des gens, tu ne rencontreras personne. T'as beau aller dans un coworking, sortez-vous de la tête l'idée que tu vas rencontrer, c'est comme dans les séries, un mec qui est graphiste, un mec qui fait des applications, et toi t'écris des articles, vous allez créer l'application du siècle et tout. La vraie vérité, c'est que tu vas arriver, tu vas poser ton ordi, et si tu vas pas aller tchatcher un peu les gens,
personne viendra te tchatcher. Mais quand même, je trouve que ça te met dans un mood un peu de... T'as pas mal de digital nomades autour de toi, ou en tout cas des gens qui sont dans le cowork, etc., etc. Et ça crée un truc un peu plus sain pour pouvoir bosser que d'être seul derrière ton ordi chez toi. Mais encore une fois, je l'ai fait et ça m'allait. Mais je trouve que peut-être que sur du long terme, ça peut être un peu dur de faire ça. Ça, je l'avais fait quelques mois, mais je le ferai pas 1 an, 2 ans et tout. Je pense qu'à un moment, tu peux quand même te refermer sur toi-même. Donc, le fait de bosser dans des cafés, dans des coworks, ça te permet d'avoir de la vie autour de toi et quand même de ressentir des trucs. Et moi, ça me rend aussi personnellement plus créatif. Donc, c'est en ce sens que je trouve que café, si tu veux pas dépenser trop d'argent, c'est pas mal. Mais moi, les cafés, je l'ai fait pendant longtemps aussi. Et quand même, t'as souvent l'impression de déranger. Les serveurs, ils te regardent. Enfin, tu vois, t'es pas toujours en plus maître de... comment dire, il y a des gens qui peuvent gueuler à côté de toi. Tu vois, ce que je comprends, en vrai, ils sont dans un café, ils ont le droit. Hein, faut pas rager sur les gens qui vont boire un café avec leurs potes. Toi, t'es en mode digital nomade, donc t'es en mode travail. Mais un café, à la base, c'est pas forcément fait pour ça. Pas tous, en tout cas. Il y en a qui commencent à être créés dans le but de devenir des trucs de digital nomade ou de gens qui veulent juste bosser dans des cafés. Mais le cowork, il a un peu cet avantage quand même de te dire, ok, encore une fois, j'ai un cadre précis, dans un lieu précis, j'ai ma petite routine pour mon travail. Et il y a un badge. Moi, je vais souvent dans un lieu qui s'appelle WeWork. Il me semble que tu connais aussi. En vrai, c'est 250 € par mois. Et en fait, tu as café à volonté, tu as accès à tous les WeWork du monde entier, tu as accès à des salles de réunion pour pouvoir bosser si tu veux. Honnêtement, oui, 250 €, c'est pas rien. Mais franchement, je trouve que c'est un investissement qui est cool parce que moi, typiquement, qui voyage quand même pas mal, des fois, je vais aller à Amsterdam. Bah, à Amsterdam, il y a 3 WeWork. Là, en ce moment, je suis à Paris. À Paris, il y a une quinzaine de WeWork. Bientôt, je retourne pendant 1 mois au Japon. Bah, il y a des WeWork au Japon. Je trouve que, tu vois, dans toutes les grandes villes, tu as des WeWork. Et c'est un peu un confort et une qualité de prestation qui est assez cool avec WeWork. Et je trouve que c'est quand même sympa, quoi. Pour moi, c'est une des meilleures options parce que souvent, quand on arrive dans une ville, on passe du temps à chercher l'endroit où on va travailler, on teste plein de cafés, on se dit ah pas celui-là, etc. Alors que quand t'as l'abonnement WeWork, t'arrives dans la ville le jour même, tu sais que t'as un endroit pour bosser et c'est En exceptionnel. fait, c'est ça. Tu sais qu'il y a une bonne connexion. Tu sais que les gens sont là pour bosser. Tu sais que tu vas pouvoir rencontrer un peu du monde potentiellement si tu vas le faire. Parce qu'encore une fois, je ne veux pas faire croire que tu vas rencontrer plein de gens, etc. Ça dépendra que de toi en réalité. Et ça fait que tu as un cadre de travail qui est cool. Et encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que y a digital nomade, c'est vas-y, je pars avec mon ordi, je me mettrai au bord de la plage, les pieds dans le sable. Parce que tu as des gens qui font croire ça en fait sur les réseaux. Mais vraiment, non. Non, 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 c'est faux. Tu vas rester 5 minutes au bord de cette plage. Parce que tu auras des reflets du soleil. Parce qu'en fait, tu auras du vent et le sable va te venir dans la gueule et tombera sur ton ordi. Parce qu'en fait, la connexion Internet, elle sera horrible, etc., etc. Ça rejoint un peu ce qu'on se dit. Non, enfin, genre, digital nomade, c'est pas ça. Digital nomade, c'est quand même avoir besoin d'un cadre pour bosser, tu vois. Et, et vraiment, c'est pas ce qu'on te fait croire. C'est pas bosser au bord de la plage, etc., etc. Ça, tu le fais 10 minutes pour ta story Instagram pour faire rêver tes potes. Et après, tu retournes vraiment dans un endroit où tu peux vraiment bosser. Exactement. Et je voulais aussi parler de Wi-Fi et de sécurité. Pour le coup, WeWork répond un peu aux deux. Mais voilà, si on n'a pas un abonnement WeWork, comment on fait pour trouver une bonne connexion, déjà dans un premier temps? Ouais, bah moi en fait à chaque fois que j'arrive quelque part, si je vais pas chez WeWork, je peux vous parrainer, hein, n'hésitez pas à me contacter. Le mec fait son auto-promo. Mais en plus, je crois que ça offre 1 mois à la personne. Donc, vraie histoire, ça peut aider les gens si jamais ça les intéresse. Mais si tu vas dans un café, moi, le premier truc que je fais, je tape test Wi-Fi sur Google. Je vais sur le premier lien qui va me dire si oui ou non il y a une bonne connexion, quoi. Tu sais, ça fait un test de 15-20 secondes et ça te permet de savoir tout de suite si tu fais du 1 MO seconde, ce qui est pas ouf, ou du 100 MO seconde, ce qui est déjà vraiment pas mal. Donc ça me permet d'avoir un ordre d'idée. Et après, pour la sécurité, ben, tu peux avoir les VPN qui te permettent d'avoir une adresse IP différente de celle qu'il y aurait dans un lieu public, etc. Mais globalement, la sécurité, à partir du moment où il faut un mot de passe pour se connecter au Wi-Fi,
je trouve qu'il n'y a pas trop de sujets. C'est plus dans les endroits publics, les gares, les aéroports, ce genre d'endroits où là, tu es connecté à un réseau Wi-Fi qui est ouvert, où tu n'as pas besoin de mot de passe. Et là, un VPN, typiquement, te permet de rajouter un petit peu un pare-feu entre ta connexion et les potentiels pirates qui sont connectés au même Wi-Fi très facilement. Et par rapport à la sécurité aussi du matériel, est-ce que toi, tu as déjà eu un problème? Parce que quand même, voilà, on a parfois du matériel, des caméras, des Ouais. ordis, des choses qui valent cher. Mm, mm. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des problèmes de sécurité ou c'est quoi tes conseils pour éviter les problèmes? Franchement, j'ai jamais eu de gros problèmes, donc ça peut déjà casser une idée reçue, hein, comme quoi à l'étranger, c'est dangereux, etc. Zéro. Je dis pas que j'en aurai jamais, évidemment, mais il y a des petites règles de base à respecter. C'est par exemple, tu vois, si t'es dans un café, si tu veux aller aux toilettes, dis-le à ton voisin de table. Est-ce que vous pouvez checker mes affaires, s'il vous plaît? Tu vois, c'est un truc tout bête, mais au moins tu es sûr qu'il y a quelqu'un qui check que ton ordi il est bien là et il t'a identifié, donc il sait que c'est toi qui as l'ordi et pas une autre personne qui potentiellement pourrait te piquer tes affaires. Bon, après, effectivement, comme on le dit par rapport au cowork, le cowork, je le dis même pas aux gens parce qu'en fait, tu as quand même besoin d'un badge pour passer. Il y a des caméras de sécurité et tout. Voilà quoi, c'est quand même un peu plus compliqué de se faire chier à aller voler un ordi dans un cowork. Mais dans les cafés, ouais, c'est un peu du bon sens que de dire à la personne à côté de toi, yo, je pars aux toilettes ou je pars acheter un truc pendant 5 minutes. Est-ce que tu peux vérifier? Et les gens, bah, souvent, ils sont de bonne foi et j'ai jamais eu de problème en ce sens. J'ai pas une astuce ultime en dehors de ça. C'est juste ouais, du bon sens. Et après, je trouve que l'intuition, de façon générale, en voyage, elle fait bien le travail. Si tu rencontres quelqu'un, t'es pas à l'aise. Si tu vas dans un café, t'es pas à l'aise, ben, barre-toi, en fait. Parce que c'est dans ces moments-là qu'il peut y avoir des petits problèmes. L'intuition, franchement, elle est incroyable pour ça. Je pense que tu as un bon exemple parce que ça fait 10 ans que tu voyages Ouais. partout dans le monde et il t'est jamais rien arrivé parce que tu as écouté ton instinct. Et... Franchement, ouais, à chaque fois. Il y a quelques fois, je me suis dit, ah, c'est pas ouf ici, ah, je suis pas à l'aise dans ce quartier, ou que sais-je. J'ai bougé et j'ai trouvé un autre endroit où j'étais plus à l'aise, où mon cœur était plus tranquille. Et j'étais en mode, ben ouais, j'ai bien fait de bouger. Et suivre son intuition, plus demander aux gens autour de toi, quand tu vas aux toilettes ou que sais-je, de checker ton matos, ou même tout simplement prendre avec toi ton matériel. Moi, c'est clair que jamais je laisserai 1 heure mon ordi, hein, qu'on soit bien d'accord. Là, on parle de 3 4 minutes par-ci par-là. Mais si on parle d'1 heure, je prendrai mon sac à dos avec moi. Et, et au moins, je ne prendrai pas de risque. Complètement d'accord. Hmm. Et il y a une question aussi qui me vient, je pense que beaucoup de gens se posent, je me la pose aussi, on se la pose un peu tous, c'est Ouais. est-ce qu'on profite quand on travaille et qu'on voyage en même temps? Bah, c'est là qu'il faut bien comprendre vraiment le distinguo. Oui, tu vas voyager, mais tu vas travailler aussi. Et je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent être frustrés de ça parce que ben, la plupart des gens nécessitent de bosser de 9 heures à 17 heures, je dis n'importe quoi. Il y en a qui peuvent s'adapter évidemment, etc., etc. Mais il faut vraiment faire attention à pas tomber dans le piège de ah bah vas-y, je vais aller surfer là, je suis à Bali, je suis jamais allé à Bali, mais voilà. Je vais aller surfer aujourd'hui, mais je bosserai demain. Ah, et puis le lendemain, ah, il y a des bonnes vagues et ah bah vas-y, je vais encore bosser demain. Non, encore une fois, je pense qu'il faut quand même s'imposer dans un sens une routine. Ça peut être bosser que l'après-midi ou bosser que le matin, mais je pense que tu as besoin quand même de te créer ce fameux cadre dont on parle depuis tout à l'heure, parce que sinon tu peux péter un câble, quoi. Et l'idée, c'est quand même de bosser et pas juste de se dire je suis à Bali, il faut que je profite. Bah, dans ces cas-là, tu pars en vacances à Bali, il n'y a pas de problème. Mais tu ne pars pas en digital nomade à Bali. Je suis d'accord. Je suis d'accord et souvent c'est ça, c'est que on part à Bali, on se dit ouais on peut surfer, on peut aller voir les volcans, etc. Et on passe plus de temps à profiter Ouais. et derrière bah, notre activité on n'arrive pas à la faire pérenniser ou inversement. Exact. Et c'est là que tu peux te cramer aussi financièrement, etc., etc. Même si Bali n'est pas très cher, ou en tout cas est moins cher que Paris, typiquement, évidemment, bah, ça n'empêche un endroit où les budgets grimpent, où il y a de plus en plus de digital nomades, etc., etc. C'est un peu devenu une capitale du digital nomadisme dans un sens. Perso, je ne suis pas encore allé, mais voilà, il y a beaucoup de gens qui y vont. Donc, faut pas se perdre. Faut pas se perdre et faut pas oublier que tu es là pour ton business aussi, même si c'est un cadre de travail agréable. Tu es là pour ton business. Oui, Bali, ça a l'air très beau. Oui, Bali, c'est sympa. Mais bordel, n'oublie pas tes clients.
Parce que eux, ils vont très vite trouver quelqu'un d'autre si ça se passe mal avec toi. Et là, tu seras bien dégoûté de te retrouver en galère au bout du monde, alors que tu avais provisionné 2-3 mois dans ton business model que ce client allait te payer 1000 euros ou que sais-je par mois. S'il dit ciao parce que tu fais de la merde, tu seras dans la merde. Donc vraiment, faites attention à ça. Et n'oubliez pas que dans Digital Nomad, il y a le côté travail. Il n'y a pas que des vacances. Vous voulez aller en vacances à Bali? Allez en vacances à Bali. Vous voulez surfer à Bali? Allez en vacances à Bali. Ou alors organisez-vous bien, mais ne faites pas 5 jours de surf d'affilée. Parce que je pense que c'est pas bon pour gérer son emploi du temps et gérer son cadre de travail. Il y aura plein de contre-exemples, hein, attention. Moi, je parle de mon expérience de plusieurs années de digital nomade, etc. Il y a des gens qui peuvent très bien être à l'arrache et quand même s'en sortir, etc., etc. Mais je pense que globalement, les gens, de façon générale, ont besoin, comme je le dis depuis tout à l'heure, de savoir où ils vont, d'avoir genre de 9h à 15h, je taffe, et à partir de 15h, je vais surfer ou que sais-je. Mais tu as besoin quand même, pour la qualité de ton travail, pour ta tranquillité d'esprit, et pour être à l'aise, de façon générale, de savoir dans quelle direction tu vas, quoi. Mais je pense qu'à titre personnel, je ne conseillerais pas toutes ces destinations comme Bali. Ouais. Quand tu veux vraiment commencer en tant que digital nomade, commencer à construire une activité, par exemple même Séoul, bah en fait tu es quand même déjà plus dans une ville où tu es là, ça va vite, tu es là pour le travail, tu vas au WeWork, tu as tes endroits pour manger, etc. Il y a Ouais. plus de chances que ça fonctionne. Et pourquoi pas après aller à Bali, mais commencer là-bas, il y a trop de tentations en fait. En fait, ouais, je suis assez d'accord, mais c'est pour ça que moi j'ai toujours vécu enfin souvent vécu en Europe en digital nomade, c'est que je trouve que ça enlève en fait une pression, ça enlève enfin, ça enlève un côté paradis peut-être que tu auras à Bali et tout, et du coup ça me pose moins problème, tu vois, genre Prague, c'est plus simple d'avoir ton quotidien que Bali, je pense. Parce que tu es un peu moins appelé par les apéros à gogo, les beach parties, enfin ce que j'imagine de Bali. Hein. Je dis pas que c'est forcément ça, C'est ça. mais tu vois ce que je veux dire. Et du coup, en ce sens, je trouve que c'est plus tranquille de bosser en Europe parce que c'est un peu moins dérangeant. Et aussi, il y a un truc dont on n'a pas encore parlé, mais c'est le décalage horaire. Le décalage horaire, franchement, ça peut être un avantage, mais ça peut être un inconvénient. Parce que moi, je bosse avec des gens qui parfois sont au bout du monde. Ça me dérange pas personnellement. Parce que je sais qu'ils peuvent bosser, même d'ailleurs quand moi je suis en train de dormir et donc je reçois une vidéo au réveil, c'est plus trop pratique. Mais des fois, bah, tu as besoin d'échanger avec ces gens-là. Et si tu es à Bali ou quoi, bah, tu as 9h, 8h de décalage horaire. Ouais, 7 C'est heures, énorme. ouais, c'est Donc énorme. ça veut dire que tu vas devoir faire des appels à 22h potentiellement. Enfin, tu sais, il faut pas oublier ce genre de détails. Et l'Europe, en ce sens, je trouve que c'est quand même plutôt pratique. Parce que du coup, tu es un peu plus tranquille et t'es un peu sur le même fuseau horaire, un cadre qui est pas trop différent de ce que tu as connu en France ou que sais-je. Et du coup, c'est plus pratique quand même. Je suis d'accord. Après, c'est plus cher. Bah, Aussi, ouais. t'as des endroits pas trop chers en Europe, mais ça reste plus cher que potentiellement Chiang Mai ou que sais-je, de ce que j'entends. Est-ce que tu penses que c'est un peu l'image aussi, enfin l'arrivée des réseaux sociaux d'Instagram qui a un peu idéalisé le digital nomadisme autour des belles plages, donc de Bali, etc. Ouais. Et qu'au final, tout le monde va vers là, alors que c'est pas ici que ça marchera, quoi. En tout cas, clairement, Bali, on en bouffe tous les jours sur les réseaux et je pense que ça fait rêver beaucoup de gens. En vrai, dans un sens, j'entends qu'il y a de plus en plus de coworking et tout à Bali, donc je dis pas que c'est impossible, hein. Mais c'est vrai qu'en tout cas, encore une fois, attention à ton quotidien, attention dans quoi tu te diriges, et il y a quand même encore une fois une part de travail. Je pense que les réseaux, en tout cas, ils donnent une vision erronée du digital nomadisme. Ils te font croire que c'est voilà, au bord de la plage, ton ordinateur, comme on le disait un peu plus tôt, etc. etc. C'est pas ça, j'y crois pas une seconde. Je connais beaucoup de digital nomades, je connais personne qui fait ça. Vraiment, genre, c'est. Tu fais ta story encore une fois pour faire rêver tes potes, pour les faire un peu baver, mais après, tu sais que tu pourras pas bien bosser derrière. Donc, ouais, les réseaux, ils ont une part de responsabilité sur l'image erronée qu'on se fait aujourd'hui du digital nomadisme. Et c'est pour ça que c'est bien qu'on en parle là, pour un peu remettre les points sur les i, pour faire comprendre aux gens que ouais, c'est pas vrai tout ça. Et je pense qu'il y a eu pas mal de déceptions hein, d'ailleurs, par rapport à ces sujets. Je pense qu'il y a plein de gens qui se disent ah bah trop bien, vas-y, je vais à Bali, ça va être trop bien, je vais être au bord de ma plage et tout, parce qu'ils l'ont vu sur les réseaux. Mais très vite, tu te rends compte que c'est pas ok quoi. Moi, j'ai fait 3 mois à Bali, donc je vois un peu comment ça se passe, je vois les profils, et j'ai
eu beaucoup de retours de personnes qui, au bout de 6 mois, sont rentrées et ont dû retrouver un CDI, etc. parce que ils étaient plus dans le kiff. Et donc voilà, ouais, c'était intéressant de parler de tout ça. Bah, ouais, c'est vrai que, ouais, en tout cas, Bali, c'est un peu l'image erronée, je pense, effectivement, qu'on peut avoir du digital nomadisme par excellence. Tu vois, genre, je vois moins de potes à moi qui sont à Prague, qui vont un peu, genre, faire croire que c'est que des soirées, que c'est que du surf et tout. Donc, je pense que Bali, il y a quand même un truc avec ça de. Ouais, c'est faux, quoi. Bon, voilà, Bali a pris cher. Mais j'ai rien contre Bali et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui pourront nous dire, qui pourront te dire en message privé, non, moi ça va et tout. Mais je parle plus de l'image erronée qu'on peut en avoir versus la réalité. Ouais, plus pour les gens qui sont pas encore allés, Ouais. pour qu'ils comprennent. Maintenant, ton activité principale, c'est créateur de contenu. Ouais. Et il y a beaucoup de gens aussi qui ont envie, en partant en sac à dos, de documenter leurs aventures, de faire des vidéos sur YouTube, sur Instagram. Donc je trouvais que c'était intéressant aussi de parler de cette partie-là. Ouais. Euh, Déjà, pourquoi t'es passé de digital nomade à créateur de contenu? C'était quoi les motivations qu'il y avait derrière? Bah, en fait, c'est juste que ça me passionnait à fond. Et créateur de contenu, c'est plusieurs métiers en un. Et ça m'a toujours passionné. Tu peux autant faire des articles et faire en sorte d'essayer d'être bien référencé sur Google, que faire de la vidéo, que faire de la photo, que tu vois. Je trouve que c'est un terrain de jeu qui me passionne parce que moi, j'aime bien être, j'allais dire, touche à tout, couteau suisse ou que sais-je. Et je trouve que ça, c'était hyper cool comme métier pour ça. C'est pour ça que j'ai fait le choix d'être plus créateur de contenu il y a quelques années déjà, hein, parce que ça me permet de faire plein de choses au quotidien. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai pris cette décision. Et c'est quoi les différences que tu vois entre ton quotidien avant, par exemple à Prague, et maintenant? Mais bon, tes journées sont sans doute différentes à chaque fois, mais si on prend l'exemple de quand tu es en voyage Ouais, pour faire du contenu, ouais, ta journée type, elle est quand même différente. Elle ressemble à quoi ouais. Bah en fait c'est différent effectivement, parce que pour le coup tu vois, si je suis en mode digital nomade quelque part, je vais pas bouger de la ville ou très peu comme je le disais, je vais vraiment en profiter pour bien l'explorer, etc. Mais quand je pars en voyage pour mon travail, là c'est hyper différent dans le sens où je suis là-bas pour faire des images, je suis là-bas pour faire des reportages, pour raconter des histoires, rencontrer des gens. Donc je me lève à 6 heures du mat et je me couche à 23 heures et je ne fais qu'explorer. Je suis pas là à me poser dans des cafés, ou très peu en tout cas. Je suis pas là à me poser dans des coworks et tout. Là, tu vois, j'étais en Ouzbékistan il y a pas longtemps, par exemple, en Asie centrale. Bah, là-bas, j'ai vraiment enchaîné de 7 heures du mat, lever du soleil, à 21 h 22 heures tous les jours pour pouvoir enregistrer le max de témoignages, rencontrer le max de gens. Et c'est une fois en rentrant, en me posant, que je peux bien éditer tout ça, bien bosser avec les gens qui vont m'aider à faire les montages comme tu as pu le faire des fois, etc. etc. Parce qu'en voyage, ben, ma priorité, c'est de rencontrer des gens, c'est de faire des images et c'est d'immortaliser ça de la façon la plus honnête et la plus belle possible aussi tout de même. Parce que moi, je suis un amoureux aussi des belles images. C'est pour ça que je me lève tôt et que je me couche tard en général. En fait, la différence aussi entre digital nomade et créateur de contenu, c'est que quand tu es digital nomade, tu apportes une compétence à quelqu'un, alors que quand tu es créateur de contenu, tu as besoin de toutes ces compétences. Ouais, Donc déjà, juste la création de contenu, c'est quand même un gros morceau, on va dire. Mais ouais. voyage, quand tu rajoutes voyage, où en plus tu dois te déplacer partout, est-ce que à terme, c'est pas épuisant? Créateur de contenu dans le voyage, c'est un métier qui est hyper intense. Et les gens ne se rendent pas compte de ça. C'est un métier qui est incroyable, hein. C'est mon métier depuis de nombreuses années, donc je dis pas ça pour me plaindre ou quoi que ce soit. Mais la réalité, c'est que je bosse, je pense, 80 heures semaine depuis 10 ans, un truc comme ça. Je bosse sans compter. J'ai dû faire des sacrifices personnels parfois. Tu vois, quand tu pars 6 mois sur la route, minimum par an, ça veut dire que tu vois moins tes proches. Ça veut dire que tu vois, tu dois faire des choix sur ces genres de sujets. Et en plus, c'est un métier où tu es constamment en train de te dire, ok, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mieux faire, comment je vais raconter cette histoire, est-ce que j'ai les bonnes images pour faire ci, pour faire ça. En fait, c'est un métier où tu es en questionnement perpétuel. Et encore une fois, c'est un métier qui est incroyable, c'est ma passion. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui veulent devenir justement créateurs de contenu voyage dans le seul but d'avoir des nuits d'hôtel offertes, etc., etc.
Mais vraiment, un conseil, ne faites pas ça. Je sais pas ce que t'en penses, mais en fait, c'est tellement de travail derrière un compte Instagram. En tout cas, quand tu veux bien faire les choses, hein, bien évidemment. Je parle encore une fois de mathématiques, de mon exigence que je m'impose à moi-même, voilà. Mais c'est tellement de travail pour arriver à un nombre d'abonnés intéressant, sans tricher, etc., que ça vaut pas le coup. Tu vas passer des centaines d'heures à avoir ces abonnés. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, donc c'est même pas sûr que ça soit rentable, que tu intéresses des marques et tout et tout. Si tu fais ça dans le seul but, en tout cas, d'avoir des nuits d'hôtel offertes et tout, je pense que c'est vraiment pas le métier idéal. Et je pense vraiment, je le dis en toute transparence, qu'il vaut mieux devenir graphiste, un bon graphiste, hein, tu vois, genre bon motion designer ou que sais-je, afin de gagner de l'argent avec tes clients, plutôt que de passer des dizaines et des dizaines d'heures à essayer de créer un blog voyage ou que sais-je, juste pour avoir des nuits d'hôtel offertes ou de te faire inviter en voyage. Là, je trouve que le ratio temps investi dans le travail, sacrifice, etc., il n'est pas rentable. Il n'est pas à l'avantage du blog voyage. Ça aussi, je trouve que c'est un peu un mythe. Moi, j'ai jamais essayé de mentir là-dessus, en tout cas. Je pense que tu le sais, on a déjà bossé ensemble. Tu me vois, je bosse énormément et de façon 100% transparente. Je pense que je suis, et c'est pas une fierté quand je dis ça, hein, mais c'est ma passion, donc je le vois pas comme un travail, j'ai cette chance-là, mais je pense que je suis la personne qui bosse le plus dans tous les gens que je connais de tout mon entourage. Tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, je le dis pas en mode ouais, trop bien, mais c'est juste pour que les gens comprennent que waouh, c'est un métier qui est hyper intense et hyper exigeant. Et je te rejoins sur les nuits d'hôtel. Je Ouais, pense qu'à partir du moment où les motivations de devenir créateur de contenu voyage, c'est le lifestyle, c'est de se dire je vais pouvoir voyager un peu partout gratuitement. Et c'est vraiment ça l'objectif. ouais. Ça sera vraiment dur de tenir. Franchement, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué et le temps que tu vas investir, il sera pas rentable encore une fois. Donc, créateur de contenu, c'est mon métier depuis longtemps, c'est ma passion depuis longtemps. J'espère que vous le comprenez, hein, je reste un amoureux de ce métier-là, de cet univers-là. Et je fais des rencontres incroyables, ça me permet plein de choses. Mais si je le faisais uniquement pour avoir des hôtels gratuits, etc., j'aurais arrêté depuis longtemps parce que c'est trop de travail pour ça. Et justement, est-ce que tu as déjà voulu arrêter? Vouloir arrêter, non. Vouloir ralentir, ouais. Dans le sens où, ben voilà, je suis 6 mois par an sur la route. Mine de rien, je fais ce métier depuis longtemps. Et plus le temps passe et plus l'énergie, elle est un peu compliquée à récupérer. Donc des fois, je me dis pas, j'arrête. Ça, je pense pas en être capable. C'est mon ADN aujourd'hui que de créer du contenu. C'est mon ADN, c'est ma philosophie, c'est ma raison d'être, limite. C'est aussi cool que triste de te dire ça, mais vraiment, c'est ma raison de vivre. Et des fois, je voyage sans même avoir mon appareil photo avec moi. Tu vois, en mode vraiment, je pars en vacances. Et ça me manque très vite, en fait, de raconter des histoires, de prendre des photos, de faire le plus beau shot possible. C'est vraiment ma passion au plus profond de moi. Mais donc, des fois, cette passion, elle me prend beaucoup de mon énergie. Et ce métier, du coup, me prend beaucoup de mon énergie. Et je me dis qu'il faudrait un peu que je ralentisse et que je voyage un peu moins pour pouvoir que ça soit viable, en fait, d'un point de vue énergie, encore une fois. Parce que comme tu l'as dit un peu plus tôt, quand on parlait du digital nomadisme de façon plus précise, quand tu es toujours sur la route, ça te fatigue, quoi. Donc là, aujourd'hui, je suis plus dans un truc de me dire, même pour des raisons environnementales, genre, je vais loin, ok, au Japon, mais j'y vais un mois. Donc je pars un bon mois, je fais plein de contenu, mais au moins je sais que j'ai du contenu sur ma chaîne YouTube, etc., pour 2 ou 3 mois. Puisque je sors une vidéo par semaine et en m'organisant plutôt bien, je peux avoir plein de sujets que je vais tourner en un mois. Et du coup, ça me permet de viser long terme. Et donc ça, je trouve que c'est cool pour la planète, pour moi-même, pour mon énergie. C'est une vision assez saine sur mon taf. Mais arrêter à 100%, ne plus faire ça, non, j'ai jamais vraiment eu cette réflexion parce que je sais même pas ce que je ferais en fait si j'arrête. Même si j'ai appris plein de choses et que voilà, c'est ma raison d'être. Donc je me vois pas faire autre chose. Et c'est ça au final qui fait que tu es encore là, c'est cette passion, c'est un métier passion au final. Franchement, encore une fois, ouais, si j'étais pas passionné, j'aurais arrêté parce que c'est trop de sacrifices. Et encore une fois, je veux pas qu'on se dise, oh, le mec il se plaint, ça va, t'as la belle vie et tout. C'est juste que j'essaye de montrer l'envers du décor qu'on voit rarement. Parce qu'effectivement, moi le premier d'ailleurs, je suis souvent souriant sur mes vidéos, je suis souvent dynamique parce que j'estime qu'on est dans un monde où l'actualité est anxiogène. Donc j'essaye d'apporter du positif aux gens qui me regardent. Mais ouais, c'est un métier qui reste exigeant. Et je pense que tous les gens qui se lancent, faut qu'ils soient conscients de ça. Je suis pas là pour dépeindre un truc hyper négatif, je suis là pour dépeindre la réalité. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord.
Et c'était intéressant parce que tu disais que par moment tu partais en voyage pour toi, mais que très vite ça te manquait. Tu prends quand même des moments comme ça hors taf. Ouais, je prends des moments pour moi, je prends des moments où je sais que je vais partir et que je vais pas filmer, etc. Juste parce que je trouve que c'est nécessaire pour me reconstruire mon imaginaire, ma façon de voir les choses, etc., etc., tu vois. Donc le fait de partir sans caméra, je m'oblige un peu à apprécier le moment et à me dire, ok, là je suis là pour moi, il n'y a pas de question d'image à faire ou quoi que ce soit, c'est juste moi et on voit quoi. Donc c'est cool. Après, comme je le disais, honnêtement, très vite, ça me manque de me lever à 6 heures du mat, de faire des belles images avec une belle lumière dorée tout seul dans une ville, etc. Ouais, malheureusement, voilà, un chien fait pas un chat, bah, c'est ça, tu vois, je suis blogueur depuis longtemps et j'ai l'impression que très vite ça me manque tellement que ça fait partie de moi. Ouais, c'est important de prendre ces moments un petit peu off pour avoir des nouvelles idées, de la créativité. Et ouais, non, je suis d'accord avec ça. Exactement. Euh, Est-ce que toi, après 10 ans à travailler et voyager en même temps, tu as réussi à trouver un équilibre et à quoi il ressemble? Ben, aujourd'hui, pour le coup, j'ai vécu à Prague, à Budapest, à Lisbonne, à New York, à Saint-Pétersbourg, à Montréal, à chaque fois en mode digital nomade, au moins quelques mois pour ces destinations que je te cite là. Donc quand même, on peut dire que j'ai un peu roulé ma bosse. Mais aujourd'hui, pour le coup, je suis basé à Paris entre mes aventures depuis quelques temps. Justement parce qu'en fait, mes voyages sont assez intenses en Ouzbékistan, etc., etc. Et cetera. Et que là, j'ai besoin d'un point de base où je me dis, c'est la maison, c'est chez moi. Et j'ai pas envie de toujours rebouger et me fatiguer sur ça. Donc aujourd'hui, de par mon métier de créateur de contenu, j'estime que c'est ma solution d'avoir une base depuis 2 3 ans à Paris, de vivre là et de voyager depuis Paris pour mes aventures. C'est ça mon équilibre à moi. C'est vrai qu'à un moment aussi, en fait, quand j'étais toujours à droite à gauche, que ce soit, tu vois, je reparle en Ouzbékistan, mais je sais pas, j'allais en Australie, j'allais à Singapour, etc. Et ça, c'était il y a plusieurs années. Mais en fait, j'habitais à Lisbonne à ce moment-là et j'avais même pas le temps d'apprendre la langue. J'avais même pas le temps de me sentir lisboète. J'avais même pas le temps de me faire des amis. C'est à ce moment-là que je me suis dit, putain, mais en fait, la culture française me manque. Mes amis peuvent me manquer aussi. J'ai envie de retrouver un quotidien où je suis moins perdu, dans un sens. Parce que comme j'allais toujours à droite à gauche, je rentrais quelques jours, je repartais, etc., etc. J'étais à Lisbonne, mais je rentrais à la maison, je me sentais pas comme chez moi. Donc c'est pour ça que je suis revenu vivre en France. Je dis pas que j'y vivrai pour toujours ou quoi, hein. Je reste un amoureux de l'Europe et il y a plein de villes qui me font rêver en Europe. Et je reste un amoureux du monde, mais je trouve que l'Europe me plaît pour être un digital nomade. Et ouais, mais en tout cas, d'être basé à Paris et de voyager depuis Paris, et des fois de me faire un petit mois quelque part, etc., etc., c'est ma meilleure façon d'être un digital nomade aujourd'hui et un créateur de contenu aussi. Au final, ton équilibre, c'est ta base à Paris. Et Aujourd'hui, ouais. Mais parce que, comme je le disais, mon énergie, elle est différente aujourd'hui qu'il y a 3 ou 4 ans, 4 ou 5 ans, tu vois. Il y a 6 7 ans, j'habitais à Prague, je voyageais quand même pas mal, mais ça me dérangeait moins d'être toujours en mouvement, etc., etc. Et plus le temps passe et plus je me dis, j'ai quand même envie d'avoir une vraie base. Et en ce sens, Paris pour voyager, parce qu'aussi je veux essayer de rester le plus possible au sol en Europe. Paris, il y a des trains de nuit, Paris, il y a le TGV qui peut t'emmener un peu partout, ça bombarde, et c'est plus pratique, tu vois. Si j'habitais à, je sais pas, à Biarritz, ce serait peut-être un peu plus compliqué. En tout cas, tu vois, pour les trains de nuit, etc., etc. il y a des villes qui te font de l'œil en Europe? Grave, il y en a plein, il y a plein de villes. J'aimerais un jour revivre à Prague. J'aimerais, je sais pas, il y a Amsterdam. J'aime beaucoup Amsterdam. Je suis jamais allé à Utrecht. C'est aussi une autre ville aux Pays-Bas qui a l'air incroyable, hyper étudiante et tout, ça a l'air magnifique. Donc là, je suis plutôt Europe du Nord, enfin un peu plus au nord en tout cas de chez nous. Malheureusement, je pense que Lisbonne, c'est devenu un peu victime de son succès depuis que j'y suis. Mais pourquoi pas aller dans une autre ville au Portugal. Enfin, tu vois, il y a plein de villes qui me font un peu rêver. Mais aujourd'hui, est-ce que je partirais un an quelque part et je redirais au revoir à tous mes potes et tout? Honnêtement, je sais pas si je le ferais. Un mois, 2 mois, ouais. Mais un an, 2 ans, je sais pas. Je sais pas si j'aurais l'envie de faire ça. Après, peut-être que dans 2 ans, je serai à Amsterdam et je serai en mode bas les couilles et tout, hein. Mais bon, on verra ce que l'avenir me réserve. On verra. Et
J'avais une autre question. Pour toi, c'est quoi le plus dur quand on travaille et on voyage en même temps? Bah justement, ça rejoint un peu ce qu'on se disait, mais c'est de comprendre que tu travailles aussi, que t'es pas en voyage vacances. C'est ça le plus dur. C'est vraiment de te dire, oui, ok, je suis à Prague, oui, ok, j'ai trop envie d'aller me balader, oui, ok, j'ai trop envie d'aller me prendre une petite bière dans un beer garden ou que sais-je. Attention à la consommation d'alcool. Mais c'est juste que la bière est moins chère que l'eau là-bas, donc voilà. Mais n'oublie pas quoi, t'es là pour travailler. C'est vraiment ça le sujet. Je pense qu'il y en a plein qui se perdent sur ce point-là. Complètement d'accord. Et pour ceux qui, après avoir écouté tous tes conseils, ont envie de se lancer et ont envie de devenir digital nomade, euh, par où tu commencerais toi en 2025? Franchement, en 2025, c'est assez facile de devenir digital nomade, je trouve, versus il y a il y a une dizaine d'années. Comme je le disais, aller sur Nomadlist, aller sur Numbeo, aller sur Woodmaps, les trois sites dont je parlais un peu plus tôt, c'est déjà des sites de qualité incroyable. Et aussi aller sur les groupes Facebook de la destination qui vous intéresse. Digital Nomade in Lisboa ou Expats in Lisboa, si tu veux aller à Lisbonne, etc., etc. Il y a plein de gens qui habitent probablement dans la ville où vous souhaitez aller depuis quelques temps. Il y a probablement déjà énormément de ressources sur YouTube, sur Instagram, sur ces groupes Facebook. Renseignez-vous et après partez dans la destination qui vous intéressera par rapport à tous les critères que vous avez. Je vous conseille de partir quand même au moins un mois pour commencer. En dessous, je suis pas sûr que ce soit utile. En tout cas, en dessous, je trouve que ça vous enverra pas le bon message par rapport à ce qu'on se disait, la fatigue accumulée, etc. etc. Et je trouve que c'est déjà pas mal. Si tu as déjà ça, tu as déjà des outils hyper cool pour pouvoir te renseigner sur la destination, savoir où partir et partir à l'aventure. Clairement, c'est déjà très cool. Et j'avais fait une story sur Instagram euh, pour poser, enfin pour savoir un petit peu ce que les gens se posaient comme Ouais. question. Et quelque chose qui revenait souvent, c'est quoi les métiers qui permettent de faire ça? Est-ce qu'il y a besoin d'un diplôme? Dans quelle branche aller? Ça, c'est hyper important. Il y a beaucoup de gens qui résument digital nomade à Instagrammeur, blogueur voyage ou quoi. Parce qu'on voit ces gens en voyage, vous pouvez me voir en voyage, vous associez automatiquement digital nomade à ce type de métier. C'est totalement faux. Là, depuis tout à l'heure, je parle de rédacteur, rédacteur web. Je parle par exemple de graphiste. Je parle de motion designer. En fait, digital nomade, c'est tous les métiers qui potentiellement ne nécessitent qu'une connexion internet pour faire la mission. Mais c'est des dizaines et des dizaines de métiers. Ça peut même être avocat dans un sens. Ça peut être plein de choses. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, sortez-vous de la tête qu'il faut à tout prix être blogueur voyage pour pouvoir voyager et travailler en même temps. C'est pas du tout ça, vraiment. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, est-ce qu'il faut à tout prix un diplôme ou quoi? Moi, je pense vraiment pas. Il faut un portfolio. Il faut prouver que tu sais faire ce pourquoi tu vas solliciter quelqu'un ou ce pourquoi quelqu'un va te solliciter. Moi, je vais prendre un exemple tout bête. Souvent, je cherche des monteurs vidéo. Mais des bons monteurs vidéo, il n'y en a pas tant que ça. T'en fais partie, by the way. Des C'est bons gentil, monteurs merci. vidéo. Mais t'es plus trop dispo, donc c'est relou. Mais tu vois, des gens qui peuvent comprendre une ADN d'une chaîne YouTube ou d'un compte Instagram, qui peuvent comprendre qu'il faut telle typographie à tel endroit, qui peuvent innover un petit peu par rapport à leur vision des choses, etc. Mais en vrai, moi j'ai bossé avec des dizaines de monteurs vidéo, bah, j'en ai eu que 4 ou 5 qui me font me dire, toi tu as la bonne vision, celle que j'aurais si je devais monter cette vidéo, si j'avais le temps, et voilà quoi. Mais donc du coup, moi, ça pour dire que je n'ai jamais demandé à un monteur vidéo, est-ce que tu as fait telle école de montage? Moi, ce qui m'intéresse, c'est ton portfolio. C'est qu'est-ce que tu as déjà monté. Et tu peux très bien ne pas avoir un diplôme dans le montage vidéo ou la vidéo et avoir des refs incroyables et avoir fait des montages pour Sam Colder ou que sais-je, comme toi, tu avais pu le faire. Toi, tu as quand même fait une formation en l'occurrence, mais c'est pas la formation qui m'intéresse. C'est ce que tu sais faire qui m'intéresse. Donc, il n'y a pas besoin forcément de faire la formation de Sam Colder pour être bon en montage vidéo. Ça peut t'aider parce que c'est là où tu as beaucoup de ressources au même endroit d'un mec qui a une référence dans ce monde-là. Mais tu peux très bien aussi apprendre sur YouTube, sur le tas, et ne pas faire
un diplôme lié à ce sujet-là. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu es bien placé pour en parler parce que tu as quand même fait la formation de Sam Colder. Donc ça casse un peu ce que je dis par rapport au fait qu'on peut très bien se former gratuitement, etc. etc. Toi, pourquoi tu avais fait ça, par exemple? Je pense, moi, à l'inverse de toi, Enfin, j'ai acheté énormément de formations. Ah ouais, Peut-être ok. 10 000 euros de formation, je Wow. sais pas. Ok. Mais ouais, j'en ai fait des dizaines, vingtaines, je pense. Ouais, Dans plein de sujets différents, mais beaucoup quand même sur la création de contenu, le montage, le graphisme. ouais, Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé quand même. ouais, Après, clairement, tout est possible, enfin, tout est disponible gratuitement sur ouais. YouTube. Les formations, ça permet juste de regrouper tout au même endroit et perdre peut-être un peu moins de temps. Mais C'est vrai. En fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est effectivement bah alors déjà, tu as quand même quelqu'un de référent qui va t'apporter cette formation, comme Sam Colder, qui est une légende de la vidéo, par exemple. Donc ça, c'est quand même une notoriété et une image de qualité qui en ressort tout de suite. Et ça te fait gagner du temps. Ça, je suis d'accord. Mais pour tous les gens qui n'ont pas trop de budget, ne vous dites pas, il faut obligatoirement que je fasse une formation pour être bon en montage vidéo. Ça, honnêtement, je pense pas que c'est le cas. Tu peux trouver des bonnes vidéos YouTube, des bonnes chaînes YouTube pour apprendre. Par contre, la formation, ça te fait gagner beaucoup de temps et ça te rassure sur la qualité de cette dernière puisque tu es censé connaître la personne à qui tu vas donner quelques centaines d'euros. Et je dis pas que la formation ne vaut pas le coup, hein. C'est juste qu'il y a des choses gratuites sur YouTube qui peuvent aider aussi. et aussi, parfois, quand on achète une formation, il y a la plupart des modules qui vont pas nous parler pour le moment, parce que nous, on est face à un problème, et donc au final, c'est peut-être un module spécifique qui va nous intéresser, et c'est peut-être plus simple d'aller sur YouTube et d'aller chercher le besoin spécifique au moment où on en a besoin, au fur et à mesure. Donc, je pense que les deux écoles fonctionnent, et clairement, tout est disponible aussi gratuitement. Ouais. Et une question aussi un peu compliquée, mais quel métier choisir quand on sait pas? Par exemple, on n'a pas fait une formation là-dedans, on sort, je sais pas, ingénieur et en fait, on sait pas ce qu'on veut faire. Comment Ouais. on choisit? Franchement, l'avantage avec ce que je disais un peu plus tôt, c'est que Digital Nomad, ça t'ouvre la porte à beaucoup de métiers potentiels, rédacteur web, etc., etc. La première question, c'est qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que t'aimes faire? Est-ce que c'est être sur Photoshop, sur Lightroom, sur InDesign? Ou est-ce que c'est écrire? Enfin, tu vois, il y a plein de questions qu'on peut se poser. Donc, j'ai pas la réponse parfaite. C'est vraiment en fonction des... Qu'est-ce que vous aimez faire? Parce que un métier, c'est quand même censé t'apporter aussi le sourire. Tu es censé un peu profiter et aimer ce que tu fais au quotidien. Tu vas le faire 8 heures par jour en moyenne pendant 40 ans de ta vie probablement. Donc, faites une formation dans un truc qui vous parle vraiment. Et après, je pense qu'au moins, vous aurez la certitude que ça vous plaira. Et que vous serez heureux de faire ce truc-là. Moi, c'est ça qui a fait que j'ai préféré devenir blogueur voyage plutôt que de signer un CDI dans une grosse boîte, tu vois. Parce que ça me donnait le sourire. C'était même pas une question de thune. Parce qu'à la base, franchement, je gagnais même pas un SMIC, comme je te disais. Donc, ouais, je trouve que c'est ça. Genre, quel est le truc qui parle vraiment à la personne qui nous écoute là tout de suite? Ok, bah forme-toi par rapport à ça. Et après, envoie ton portfolio à plein de créateurs de contenu, à plein de marques, à plein de gens qui pourraient avoir besoin de toi. Et franchement, si tu fais vraiment, vraiment du bon travail, je suis sûr que t'auras des retours. Mais par contre, il faut se former, faut être chaud, faut être bon. Et du coup, l'autre conseil que je peux donner, c'est avant de te lancer à l'aventure tout de suite et de partir à Bali alors que tu n'as pas de clients, etc., commence dans l'autre sens. Forme-toi, sois fort ou forte, trouve des clients, assure-toi un revenu mensuel et un peu de trésorerie d'avance et après tu pars. Tu vois, pars pas à l'arrache parce que c'est le meilleur moyen de se cramer et de faire de la merde. Ouais, c'est ce que j'ai fait aussi. Je suis resté longtemps en France pour développer mon activité et ensuite je suis parti. Mais je pense que partir pour se dire je vais développer mon activité là-bas, c'est compliqué, Très très joueur, très très joueur. très joueur. Mais ouais, je suis d'accord, il faut d'abord trouver ce qu'on aime et ensuite, parce que c'est important d'aimer ce qu'on fait derrière. Exact. Pour des gens qui aimeraient plus se lancer dans la création de contenu, est-ce que tu aurais des conseils et est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de concurrence maintenant, que c'est bouché? C'est quoi ton avis En fait, t'en es l'exemple vivant, pardon. Oui, le marché il est saturé dans un sens. Il y a 300 000 créateurs de contenu en France. C'est énormissime. Mais il y a toujours de la place pour des gens qui sont créatifs, qui ont des belles idées, des bons formats, etc., etc. Il
Il y a de la place pour tout le monde. Moi, je suis convaincu de ça. Il n'y a pas de la place que pour moi en thématique voyage, généraliste, etc., etc. Il y a de la place pour tout le monde. Par contre, faire la même chose que ce qu'on voit déjà 40 000 fois sur les réseaux, ça, j'y crois pas. Il faut quand même apporter quelque chose de nouveau, avoir une ligne édito facilement identifiable, quelque chose qui te fait un peu sortir du lot. Parce que si c'est juste pour dire que faire à Bali, alors qu'il y a 800 000 réels sur que faire à Bali, ça va être compliqué. C'est mon avis en tout cas. Donc déjà, il y a de la place pour tout le monde, mais il faut trouver une édito un peu unique, comme tu l'as très bien fait avec les témoignages de voyageurs, etc., etc. Et après, il faut surtout le faire parce que tu es passionné, parce que mine de rien, tu vas en bouffer matin, midi et soir de ta thématique, que ça soit l'équitation, que ça soit le voyage, que ça soit les échecs ou que sais-je. Prends le truc qui te passionne, parce que tu vas en bouffer 24, 7 sur 7. Donc ça va être ça mon autre conseil. Et le dernier conseil que je peux donner, c'est de faire quand même de la vidéo courte verticale. Parce que c'est ça aujourd'hui qui peut te drainer des abonnés, de la visibilité, etc. Honnêtement, j'y croirais pas trop à un compte qui fait que de l'écrit, par exemple. Je dis pas que c'est impossible, encore une fois. Prouvez-moi que vous pouvez le faire. Mais je pense que c'est juste un peu plus compliqué. Voilà. Donc ne pas faire comme tout le monde. Faire des vidéos courtes verticales et bouffer de la passion que tu vas partager au quotidien. Je pense que c'est déjà des petits conseils qui sont cool. Et c'est quoi le conseil que toi t'appliques et qui fait que 10 ans après, t'es toujours là Ah ouais, bah le conseil, il est vraiment simple et efficace, mais c'est pas un sprint, c'est un marathon. Moi, ça fait 5, 6 ans que je sors une vidéo par semaine sur YouTube, environ. Ça fait 5, 6 ans que je poste des Reels ou des posts sur Instagram toutes les semaines. Ça fait 5, 6 ans, enfin tu vois, que j'ai une régularité. Et en fait, c'est un peu l'effet boule de neige. C'est pas en postant, moi j'y crois pas trop au truc du tu postes 30 vidéos en 30 jours et on voit, oui, c'est bien pour savoir si ta thématique va intéresser, etc., etc., mais c'est pas la finalité. La finalité, c'est d'être là encore dans 2, 3, 4 ans. Et donc, il faut trouver ton rythme à toi en fonction de tes problématiques, mais garde-le. Et vraiment, cette régularité, elle paye sur le long terme. Parce que les vidéos, elles se boostent elles-mêmes, elles font des vues elles-mêmes entre elles, etc., etc. Et cetera. Et c'est ça qui te permet d'avoir un effet boule de neige et de grandir au fil du temps. Vraiment, c'est un marathon, c'est pas un sprint. et on se rend pas compte à quel point une vidéo YouTube voyage par semaine depuis 6 ans, c'est énorme. Je sais pas s'il y a d'autres créateurs contenu qui Personne font fait ça en ça. France. C'est un rythme. C'est hyper intense. En fait, il y a le tournage et il y a le montage. Et comme tu l'as vu, parce qu'on a bossé ensemble, un tournage, ça va être 3 jours environ, tu es à l'aise. C'est-à-dire que tu auras de la bonne météo, tu auras le temps de bien raconter l'histoire, etc., etc. Et cetera. Et après, tu as au moins, si tu es efficace, 2, 3 jours de montage. Donc ça te prend déjà une semaine en fait. Ça te prend ta semaine. Donc moi, heureusement, j'ai des gens de talent qui m'accompagnent au quotidien. Parce que tout seul, je pourrais pas avoir ce rythme. Ça, c'est une certitude. Mais du coup, je dis pas qu'il faut faire une vidéo longue toutes les semaines sur YouTube aux gens qui nous écoutent, hein. Moi, c'est ce que je me fais parce que j'ai des gens qui m'accompagnent, etc. Mais si déjà tu arrives à faire au moins, je sais pas, c'est ce que tu as très bien fait, je crois, 2 réels par semaine, ça me paraît réalisable, même seul, ça me paraît réaliste. Et c'est bien de s'imposer ce rythme et d'avoir cette régularité pour pouvoir grimper sur les réseaux et espérer en faire ton métier. Et ça rejoint au final ce qu'on s'est dit au début sur la routine. Plus même ton environnement sera propice à la routine, plus tu pourras avoir des routines sur les réseaux aussi. Et je pense que ça va de pair. Ouais. Trop bien. J'ai une dernière question qui me vient par rapport à la liberté. Ouais. Parce que beaucoup de gens aussi veulent voyager et travailler en même temps pour être plus libre. Parce que quand on rentre, qu'on retrouve un peu toutes nos habitudes, alors qu'on a voyagé pendant 6 mois, on a fait ce qu'on voulait, on se sent un peu emprisonné. Est-ce qu'on est vraiment libre quand on est digital nomade? En tout cas, on n'est pas libre comme certains peuvent faire croire qu'on l'est, quoi. Parce que tu as quand même encore t'as des clients, tu dois quand même bosser, t'es quand même pas là pour être ici, comme je le dis souvent. Donc, non, on n'est pas libre au sens du ah, coucou, je pars faire ci, faire ça, etc. Tu es quand même typiquement lié à une connexion Internet, tu es quand même lié à tes clients. Donc, tu as une liberté géographique potentielle, mais elle est quand même sous condition. C'est ça, je pense qu'on peut dire pour conclure. Et les conditions, c'est pouvoir faire ton taf. Donc pouvoir avoir une connexion internet de qualité,
pouvoir être en connexion avec tes clients parfois s'il le faut, donc prendre en compte le décalage horaire, etc. Tu as quand même quelques conditions. C'est une liberté sous condition. Exactement. Et pour aussi les gens qui ont envie de partir, mais se voient pas forcément travailler sur Internet, il y a plein d'autres manières de travailler et partir en même temps, comme PVT, VIE, toutes ces choses-là, Erasmus, service civique. Euh, Toi, ce serait quoi pour toi le profil qui irait soit plus vers un peu du conventionnel ou plus du digital? Bah, ça va déjà vraiment être en question des compétences des gens. Si tu es un motion designer qui fait des trucs incroyables, je te dirais, tu peux très bien être digital nomade parce que tu vas trouver facilement des clients, etc. etc. Si tu as vraiment très peu de compétences et que tu veux pas galérer à apprendre plein de trucs, pars en PVT, pars en Working Holiday Visa, pars en tu vois, ce genre de format-là, parce qu'au moins tu seras pas obligé de faire quelque chose lié au digital. Tu pourras être serveur, tu pourras être plein de choses, mais au moins tu auras moins la problématique d'être sur le digital alors que c'est pas quelque chose qui t'intéresse ou sur lequel tu as des compétences en particulier. Ouais, complètement. La compétence, super important. Où est-ce qu'on peut suivre tes aventures? Sur Prince Charmant 43. Non, je rigole. Ce serait marrant de vraiment avoir un compte là-dessus. Mais sur les réseaux, je suis Bruno Maltor. Sur YouTube, sur Instagram, sur LinkedIn aussi, sur TikTok. Donc c'est Bruno Maltor. Et c'est déjà, ouais, c'est ça. C'est tout. C'est tout pour moi. Drop the mic. Trop bien. C'est quoi les aventures qui arrivent là? Je vais partir un mois au Japon prochainement pour créer plein de contenu sur le Japon, on va dire en dehors des Kyoto, Osaka, tout ça, tout ça. Donc j'ai hâte de vous emmener avec moi. Il sort quand le podcast là? Il va sortir avant la fin de l'année. Ok, bah, je pars pendant un mois, tout début d'année, janvier 2025. Donc ça va être une belle aventure et j'ai hâte de partager ça sur tous les réseaux. Magnifique. On a hâte de voir les vidéos en tout cas. Merci Bruno. Merci à vous. Je veux juste rajouter un dernier truc. On a dépeint quelque chose d'assez qui peut être un peu dur pour certaines personnes, mais c'est juste la réalité. Et je veux pas être négatif pour autant. Être digital nomade, c'est l'opportunité d'une vie. Si vous avez l'occasion de le faire, lancez-vous. Mais juste prenez en compte les petits conseils que je vous partage et que Marco a partagé aussi. Partez pas à la Wall Again Beast to Fly à l'arrache. Partez avec les quelques petits conseils qu'on a gardés, qu'on a partagés pour pouvoir vivre votre meilleure expérience. Mais moi, c'était parmi les plus belles années de ma vie. Et si je devais le refaire, je le referais à 200%. Donc vraiment, je vais terminer là-dessus. Mais voilà, on a juste, je pense, essayé de montrer la réalité de ce mode de vie. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, tu peux t'abonner et mettre 5 étoiles au podcast. C'est ce qui m'aide le plus. Ciao!